Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est en route pour le Burkina Faso. Dans le pays des hommes intègres, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara se rendra dans les villes comme Bobo Dioulasso, Banfora, Gawa, Dédougou et Ouagadougou, la capitale du Faso. Sur l'axe Bamako-Sikasso, les populations riveraines de Wélissebougou, Agnana, via Kéléa, Sido, Bougouni et Koumantou sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux au guide spirituel et à sa délégation. Woulibaly, comme le surnomment affectueusement ses admirateurs, est à Sikasso depuis ce mercredi 15 février 2017. A noter que ce périple burkinabé est prévu du 16 au 28 février 2017. La cérémonie de remise de contrat aux 288 associations bénéficiaires du Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement de l'enfant. C'était ce vendredi 14 février, sous la présidence effective de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Sangaré Oumouba, Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette cérémonie de remise de contrat s'inscrit en droite ligne des préoccupations majeures du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Elle intervient à un moment où les autorités du pays, sous la conduite du Premier ministre Modibo Keïta, vont dans l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les femmes, une priorité nationale consignée en bonne place dans le plan quinquennal de développement au Mali. Pour la cérémonie de remise du contrat aux bénéficiaires du FAFE édition 2016. Donc nous sommes à notre deuxième édition. L'année dernière, à la même période, nous avons fait une remise de contrat aux premiers bénéficiaires du FAFE. Parce que le FAFE même a été lancé en 2015. Donc nous avons commencé à travailler en 2015. En 2015, nous avons pu financer 96 projets sur 607 projets reçus. Et nous avons fait aussi également la remise de ces contrats. Et c'est la deuxième phase du FAFE. Donc le FAFE a reçu cette année 1614 projets et nous avons pu financer 288 projets. Donc ces 288 projets financés et à l'heure actuelle, presque les 98% des bénéficiaires ont reçu leur montant dans les comptes bancaires. Il y a certains même qui ont commencé à travailler. Donc normalement, il y a les contrats qui ont été signés entre le FAFE et puis les bénéficiaires. Donc il faut qu'on organise une cérémonie pour inviter ces bénéficiaires, leur remettre les contrats. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie de remise du contrat. Ce projet qui vient d'être concrétisé grâce au soutien du chef de l'État, du ministre chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, mais aussi des partenaires financiers, contribuera à renforcer le pouvoir économique des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Et cet après-midi, c'est pour présider la cérémonie de remise officielle des contrats aux bénéficiaires du financement 2017 du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme, de l'enfant et de la famille, édition 2016. Ma joie est d'autant plus justifiée que le FAFE, en seulement 2 années d'existence, a déjà fait un bout de chemin bien tracé et très visible. Avec une réalisation totale de 384 projets financés, dont 96 en 2015 et 288 en 2016, sur une demande cumulée de 2225 projets, dont 607 en 2015 et 1614 en 2016. Il faut rappeler que le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, FAFE, au titre de l'année 2016, a reçu 600 millions de francs CFA qui ont servi au financement de 288 projets après sélection sur 1614 reçus sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Sangaré Oumouba, en remettant les contrats aux bénéficiaires, a exhorté les femmes à une bonne gestion rigoureuse permettant la tenue de l'échéancier de remboursement qui permettra au FAFE de pérenniser le caractère Robin Dink de ce projet.
Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l'UJMA, a procédé au lancement officiel des activités du projet CEFORPA. C'est une cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Cérémonie présidée par le ministre Maman Babi, Amadou Diara et Fatoumata Doumbia. Créée en novembre 2016, cette cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, dont le lancement officiel vient d'avoir lieu, est l'aboutissement de plusieurs années de négociations avec les gouvernements successifs afin que les jeunes ayant étudié en arabe puissent accéder à un emploi au même titre que ceux issus des écoles conventionnelles. Bon, alhamdoulilah, la cellule n'est que la bienvenue, mais vous savez que avant, je remercie en première partie mon président qui est Cheikh Souman Madana Aïdra, par rapport à son implication personnelle pour l'aboutissement de ce travail d'abord. Parce que c'est une cause nationale pour les arabophones. On sait que quand on est des structures associatives, qu'on est là pour gérer pour les intérêts de ses disciples, bon, on ne peut qu'appuyer de telles activités en collaboration avec l'État par rapport à celui qui est créé au nom des Arabouzans du Mali. Le Mali fait face depuis des années à la problématique de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes diplômés et formés en langue arabe, d'où l'impérieuse nécessité de mettre sur pied cette cellule composée de 5 membres permanents. Je suis très content aujourd'hui. On a commencé ça fait des années, c'était un long courrier. Dieu merci, avec l'appui et la bénédiction de bon Dieu et l'implication de tout le monde, surtout les leaders religieux, surtout les diplômés formés en langue arabe au Mali, surtout personnellement le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous a beaucoup soutenus. C'est ce qui a encouragé le ministre de Maman Babi de l'emploi de la formation professionnelle, qui a mis en place tous ses efforts pour que cette cellule-là puisse créer. Donc, en 2015, on a fait forum sur le premier truc de l'emploi des diplômes formés en langue arabe au Mali. Et en 2016, il y a eu la création de la cellule, décision de création de la cellule. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel des activités de la cellule. C'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'une cellule d'appui à la promotion de l'emploi des diplômes formés en langue arabe, que ce soit au Mali. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, a souhaité traduire sa bonne volonté en mettant à la disposition de la cellule la somme de 100 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités. C'est un processus, le président de l'UJMA l'a rappelé, qui a commencé il y a 7 ans environ. Et pendant ces 7 ans, l'objectif c'était justement de lancer cette cellule-là. Cette cellule dont l'objectif c'est vraiment de veiller à ce que ceux qui ont été formés et ceux qui sont diplômés en langue arabe puissent avoir aussi leur mot à dire dans le cadre du développement de ce pays. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une couche qui est très sensible. Dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est une couche qui est vulnérable à certains appels. Donc si cette frange de la population reste dans la précarité, il y a beaucoup de risques pour la stabilité de notre pays. C'est pour ça que les autorités, avec à leur tête le président de la République, les autorités ont donc décidé de prêter une attention toute particulière à cette frange de la population en nous demandant de créer la cellule, de doter la cellule en équipement et en moyens financiers et en même temps de sortir et d'aller vers les partenaires techniques et financiers pour mobiliser des ressources pour la cellule. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en lançant la cellule et en donnant l'exemple nous-mêmes en mettant 100 millions tout de suite cette année à la disposition de la cellule. Et maintenant nous allons travailler avec différents pays, différents organismes bi- et multilatéraux pour pouvoir mobiliser le reste des fonds qui vont nous permettre vraiment d'insérer le maximum de jeunes arabophones du Mali. Cette cérémonie faisant office d'une grande victoire en faveur de l'employabilité des jeunes diplômés et formés en langue arabe suscite désormais un réel espoir pour tous ceux qui souhaitent entamer des études en arabe au Mali ou d'ailleurs. Il n'existe aucune barrière de cette langue pour accéder désormais à un emploi décent. Une réunion de haut niveau s'est tenue à Bamako la semaine dernière pour tenter de lever le blocage survenu entre le gouvernement, la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix et des réconciliations au Mali. Nous vous proposons quelques réactions des Maliens au micro d'Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. À l'issue des travaux relatifs au processus de paix, la rencontre du haut niveau qui s'est tenue à l'hôtel Laïko, d'importantes recommandations ont été prises s'agissant des autorités intérimaires
du processus de l'opérationnalisation du MOC, il y a lieu d'enclencher ce processus pour la période du 13 au 20 février. Pendant cette période, l'installation des autorités intérimaires sera faite et l'opéralisation du MOC aussi aura lieu. Au niveau maintenant de la conférence d'entente nationale, des propositions ont été faites et des échanges avec le médiateur et les mouvements seront faits pour prendre les dispositions qui s'imposent afin que la conférence d'entente nationale puisse se tenir dans les meilleurs délais. Le processus pour la paix ici d'Alger est en train de se réaliser, mais certes il y a des difficultés, mais la partie gouvernementale et les mouvements se sont déjà compris et nous pensons que dans les jours à venir, des dispositions importantes seront prises pour l'amélioration de tous les points de blocage. En fait, la mise en œuvre de ce processus est en bonne voie, c'est pourquoi toutes les parties se sont retrouvées pour discuter, échanger, essayer vraiment de débloquer la situation. Et quand je parle de déblocage, en réalité c'est par rapport au point d'achoppement et essayer vraiment de trouver vraiment les solutions appropriées, les solutions idoines pour que vraiment les choses puissent évoluer. En ce qui concerne les accords, je pense que le gouvernement a toujours joué sa partition. Maintenant, vous savez, lorsqu'il y a plusieurs parties qui interviennent, forcément le gouvernement a beau vouloir que les choses avancent à un rythme vraiment raisonnable, il n'est pas évident que tous les mouvements suivent les pas. Donc c'est l'une des difficultés aussi qu'on rencontre. Parce que réellement de tous les côtés, il y a des petits calculs qui font que chacun voit dans les propositions des petits pièges, des petits coups. Donc ça fait que ça retarde parfois le processus de mise en place. Donc à ce niveau, à mon avis, en ce qui concerne le gouvernement malien, en tout cas, non seulement au niveau de l'Assemblée ici, tous les documents, sinon tous les projets, en tout cas, qui sont censés, en tout cas, être votés, sont votés. Et on a pris, comme on a dit, les autorités intérimaires, en ce qui concerne d'autres lois qu'on devrait voter, il y a même le référendum en vue. Donc tout ça, c'est en vue vraiment d'appliquer les accords. Donc ce qui est sûr, l'Assemblée, en tant qu'institution, ne bloquera pas la mise en œuvre de cet accord. Et je suis convaincu aussi que le gouvernement est de très bonne foi. Maintenant, on invite aussi les autres partis à faire de même. Parce qu'il s'agit, au bout du compte, de tout mettre en œuvre pour que le Mali gagne. Comme vous venez de le dire, je pense qu'en 2015, il y a eu la signature d'un accord. L'accord qui a concerné vraiment toutes les parties du Mali. C'est-à-dire tous les belligérants et même tous les Maliens. Les Maliens, dans leur diversité, ont participé à la mise en œuvre, à l'élaboration de cet accord. Donc, nous pensons aujourd'hui que sa mise en œuvre va doucement, petit à petit. On est là-dessus. Mais penser qu'on pouvait mettre ça, on pouvait mettre l'accord tout de suite, ça va être difficile. Tant vraiment les oppositions sont là, tant les intérêts sont en jeu. Donc quand les groupes, chacun a une vision, je crois que ça pose des problèmes. Mais aujourd'hui, avec la détermination du gouvernement, avec sa patience, son engagement, sa vision réelle des choses, nous pensons que ça commence à aller. Imaginez-vous, ça va combien d'années, combien de mois? Le comité de suivi de l'accord se tient ici, à Bamako. Mais il ne parvenait pas à s'entendre sur beaucoup de sujets. Que ce soit le MOC, que ce soit les autorités intérimaires. Mais aujourd'hui, nous pensons que les uns et les autres ont commencé à comprendre. Les uns et les autres savent maintenant qu'aujourd'hui, c'est le Mali qui est en jeu. Ce n'est pas une question de personne, c'est le Mali tout court. C'est pourquoi aujourd'hui les autorités intérimaires, maintes fois reportées, donc, vont être mises en place dans les prochains jours. À Kidal, à Tomotou, à Menaka, à Taoudeni, à Gao. Donc concernant Kidal qui était le point chaud, nous pensons qu'il y a eu un déblocage. Bon, le déblocage, c'était une compréhension entre les acteurs. D'aucuns disent qu'il faut nous donner la présidence, d'autres disent qu'il faut donner à tel groupe, d'autres disent non. Bon, c'était une question d'intérêt. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un consensus autour vraiment de choix à ce niveau. Maintenant,
les opérations aussi mixtes vont commencer à se dérouler sur là où vraiment le mécanisme doit avoir lieu. Nous pensons que c'est une grande avancée. Une avancée dans le sens vraiment à appuyer, une avancée dans le sens à accompagner la mise en œuvre de l'accord. Le reste de l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Khadija Kité. La famille Tshisekedi veut en savoir davantage sur les circonstances de la mort du patriarche et figure emblématique de l'opposition en RDC. Pour cela, elle réclame une autopsie du corps. L'annonce de cette volonté a été faite à Bruxelles par ses fils. Pour eux, l'autopsie permettra de savoir s'il y a eu erreur médicale au niveau des médecins qui étaient en charge de ces soins. Pour l'heure, la famille du défunt juge qu'il est plus important de trouver un lieu pour l'inhumation que la nomination d'un premier ministre. Une déclaration qui contraste fortement avec la position du parti UDPS qui estime que les obsèques devraient être consécutives à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il prévoit la mise en place d'une transition politique jusqu'à la tenue de la présidentielle fin 2017. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a signé en début de semaine un décret qui met en place la commission pour le dialogue national promis au lendemain de la confirmation des résultats de la dernière présidentielle par le Conseil constitutionnel. La structure de la dite commission prévoit 40 membres, la moitié sera issue de la majorité et l'autre de l'opposition. Alors que le pouvoir avance que la quasi-totalité des partis politiques sont disposés à prendre part aux discussions, les principaux leaders de l'opposition se montrent ouvertement hostiles à cette initiative. En Côte d'Ivoire, après 2 jours et demi d'incarcération, les 6 journalistes et directeurs de publications ivoiriens ont été libérés mardi en fin de journée. Mais ils sont toujours inculpés. La justice leur reproche d'avoir écrit qu'un accord financier avait été trouvé entre le gouvernement et les forces spéciales suite à la mutinerie d'Adiaké la semaine dernière. Les associations de journalistes exigent désormais l'abandon total des charges qui pèsent contre leurs confrères. Le gouvernement kenyan a annoncé mardi souhaiter la libération de 7 représentants syndicaux des médecins écroués pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis 10 semaines afin de reprendre les négociations. Les syndicalistes avaient été condamnés mi-janvier à 1 mois de prison avec sursis. Une juge leur avait donné un délai pour annoncer la fin de la grève, faute de quoi la peine serait appliquée. La situation n'ayant pas évolué selon la juge, celle-ci a ordonné lundi leur incarcération et ils ont immédiatement été amenés en prison. Le syndicat des praticiens, pharmaciens et dentistes, dont les 7 sont membres, a immédiatement annoncé que les négociations avec le gouvernement étaient suspendues. Scène de violences xénophobes ce week-end en Afrique du Sud. Des dizaines de maisons, de même qu'un nightclub appartenant à des migrants africains, ont été incendiées à Rostenville, un quartier situé au sud de Johannesburg, par des Sud-Africains qui disaient ainsi protester contre l'insécurité. À majorité nigérian, les propriétaires ou occupants de ces maisons sont accusés d'avoir transformé le quartier en un repère de trafic de drogue et de prostitution. Pour la communauté sud-africaine de ce quartier, les Nigérians se sont également octroyés ces logements de façon illégale, puis les utilisent comme des maisons closes. Même si les attaques visaient, semble-t-il, la communauté nigériane, d'autres communautés en ont fait les frais. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.